L'actualité de ce mercredi, journée internationale des personnes handicapées, célébrée ce 3 décembre. Cette couche de la population, souvent oubliée dans les politiques sociales, réclame plus de considération et l'application de la loi d'orientation sociale. Exploitation de l'or à Kédougou, la poudre qui enrichit et divise les populations. À Tinkoto, les populations qui accusent le directeur régional des mines de favoritisme refusent que l'unique couloir d'orpaillage soit attribué à une seule personne. Politique, Maître Wade est prêt à semer le trouble pour faire libérer son fils. Moustapha Fall Thié accuse le secrétaire général de l'Action patriotique de libération était en conférence à Kaolack. Au menu de la deuxième partie, le sport et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV, Journée internationale des handicapés. Ces derniers qui lancent un appel à l'État pour l'effectivité du décret d'application de la loi d'orientation sociale, leur cri du cœur, le cri du cœur donc des handicapés dans ce reportage de Mam Antandoura. Voilà, tous nos explications donc à l'élément de Mam Antandour. En bref, les nombreux accidents mortels sur la route nationale ont mis en colère les populations de Tambacounda. Elles imputent la responsabilité à l'État du Sénégal. Le Conseil régional de la jeunesse de la localité déplore l'état défectueux de cet axe routier qui, dit-il, continue de faire des dégâts sans réaction de la part des autorités. La réfaction en cours de la route interurbaine de Matam est source de désagréments liés à la poussière inhalée par les piétons et habitants de la commune, une situation qui a fini d'irriter plutôt certains qui craignent la propagation de maladies pulmonaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Souleymane Choya. Et nous reparlons de cette journée internationale des personnes handicapées. Les personnes vivant avec un handicap déplorent les lenteurs observées dans la matérialisation des décrets d'application de la loi d'orientation sociale. Les handicapés invitent l'État à prendre des mesures, mais aussi les maires de communes de Pikine à les aider. Ces personnes vivant avec un handicap ont organisé un forum à Pikine. À suivre le reportage. Le reportage, voilà, donc, de Théodore Semedo. Ces personnes handicapées lancent un cri du cœur. Ils déplorent le manque de considération et la négligence de l'État sur l'effectivité du décret d'application de la loi sur l'orientation sociale des handicapés. L'État du Sénégal n'a aucun respect pour les handicapés. Regardez ces infrastructures qui ne répondent même pas à nos besoins. Pour aller aux toilettes, nous avons des difficultés. Les détenus handicapés, par exemple. Les handicapés en prison ne sont pas dans les pavillons spéciaux et rencontrent d'énormes difficultés dans ces lieux de détention. Certains handicapés incarcérés aujourd'hui ne sont pas reçus dans des pavillons spéciaux. Les autorités étatiques soutiennent ignorer ce fait. Et justement, que ce soit les personnes handicapées, tout court, ou bien les personnes handicapées qui sont au niveau de l'univers carcéral, toutes ces personnes-là, donc on va veiller à ce qu'elles puissent obtenir cette carte d'égalité des chances. Certains handicapés espèrent tout de même une suite favorable au sortir de la Semaine nationale des handicapés.
D'autres, désespérés, soulignent qu'ils ne vont plus jamais assister à ces genres de rencontres qu'on dit dédiées aux handicapés. Nous attendons de voir juste après la rencontre de l'Assemblée générale, toujours pour qu'on arrête de bafouer nos droits. dafay dem en assemblée générale après bu ñu defee suñu assemblée générale ba pare nañu xool naka la ñuy def pour xeex pour que ñun ñu gëstuñu. man invité bi ñu ma invité nii neexuma. Je suis présent, mais avec le cœur meurtri. Ils nous servent à chaque fois les mêmes discours. C'est la dernière fois que je mets les pieds dans ces rencontres. Et puis c'est la dernière fois, mon fils de l'histoire. Ce 3 décembre, journée internationale des handicapés, cette couche de la population qui compte étaler une nouvelle fois ses revendications au grand jour et réclamer ses droits à l'occasion. Voilà, vous aurez rectifié de vous-même. Il s'agit d'un reportage de Maman Tandour sur donc cette journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Ces personnes vivant avec un handicap déplorent d'ailleurs les lenteurs observées dans la matérialisation des décrets d'application de la loi d'orientation sociale. Les handicapés invitent l'État à prendre des mesures, mais aussi les maires de Pikine, des communes donc de Pikine, à les aider. Ces personnes vivant avec un handicap ont organisé un forum à Pikine. Théodore Semedo explique. Les personnes vivant avec un handicap basé à Pikine attendent toujours avec impatience la matérialisation des décrets d'application de la loi d'orientation sociale. Ils estiment qu'il y a trop de lenteur pour la mise en œuvre respective de la carte d'égalité des chances et la réadaptation à base communautaire, RBC. Le Sénégal a voté la loi d'orientation sociale en 2010 et toutes ces mesures n'ont pas encore été effectives. C'est pourquoi aujourd'hui, ensemble, voir comment on doit mettre ensemble la mise en œuvre de la carte d'égalité des chances et la réadaptation à base communautaire qui est la RBC. L'éducation inclusive, la situation critique du centre de formation des sourds-muets au niveau du complexe Léopold Sédar Senghor, plombé par des difficultés énormes, préoccupe également ces personnes handicapées. Mais l'essentiel qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que leurs préoccupations, c'est des préoccupations majeures, que la ville de Pikine ainsi que d'autres institutions doivent prendre en compte. Nous attendons des mesures concrètes. Des mesures concrètes dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'emploi, parce que c'est des compétences transférées. La santé, l'accès difficile aux moyens de transport ne sont pas en reste. Dans le domaine de l'éducation, la formation, la santé, mais aussi surtout de l'accessibilité au transport. Voilà des domaines franchement qui sont tellement inaccessibles pour les personnes handicapées. Ces personnes vivant avec un handicap basé à Pikine qui tenaient un forum en prélude à leur journée internationale en ont profité pour solliciter l'appui des autorités municipales et étatiques. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Merci à vous Théodore Semedo. Je vous l'annonçais dans les titres. L'orpaillage s'annonce sur fond de tension dans la région de Kédougou à Tinkoto, l'un des plus importants sites. Les populations accusent le directeur régional des mines de vouloir attribuer l'unique couloir de la localité à une seule personne. Le directeur a balayé d'un revers de main ces accusations, mais les populations persistent et menacent Solibor Hamadabo. La reprise de l'orpaillage traditionnel dans la région de Kédougou s'annonce inquiétante. À Tinkoto, les populations sont levées comme un seul homme pour dire non à l'idée selon laquelle l'unique couloir correspondant à la ligne centrale de la localité aurait été attribué à un seul orpailleur. L'État du Sénégal a fermé des sites au mois d'août passé et malgré les difficultés, nous l'avons accepté parce que nous sommes des Sénégalais. Mais aujourd'hui que les choses se précisent davantage, dans le cadre de l'ouverture, on nous apprend qu'avec la complicité du directeur régional des mines, l'unique couloir serait affecté à Tombon Touré. C'est inadmissible, nous allons tous mourir, mais jamais ces terres lui reviennent. D'ailleurs, avant ces histoires de couloirs, nous sommes presque 10 millions de personnes qui travaillent pour subvenir aux besoins de nos familles. Abandonner donc ces parcelles au profit d'un seul orpailleur sera synonyme de la mort. Il faut savoir que c'est une lutte qui ne concerne pas uniquement les populations de Tinkoto, non, c'est tout le Bélédougou.
Soit on va nous massacrer pour laisser la place à Tombon, soit le site sera exploité par tous. Les villageois ne peuvent pas laisser la parce qu'on n'a pas cultivé. Depuis le 14 août, on est là assis, il n'y a rien. Tout le monde est là assis. Les femmes sont obligées d'aller balayer les rues pour laver ça, donner ça aux hommes pour manger. Interpellé, le directeur a balayé d'un revers de main toute accusation avant d'ajouter que ce sont des périmètres qui lui ont été attribués avant la réorganisation des sites en couloir. Très envers, ces populations qui éprouvent toutes les difficultés d'assurer des 3 repas n'entendent pas reculer d'un iota et menacent même d'investir la rue les jours à venir. Kédougou Solipra Madabo pour la radio-télévision. Maître Abdoulaye Wade prépare une insurrection pour faire libérer son fils Karim Wade. L'accusation est de Moustapha Fall Thié, secrétaire général de l'Action patriotique de libération d'Og Boumougatché. Il était en conférence de presse à Kaolack. Voici Moustapha Fall Thié au micro de Mamadou Matarsar. Déclaration irresponsable de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. On pensait en finir avec les Nyombor. Mais malheureusement, il n'en est rien. Les tchahaneries sont toujours là et plus ridicules que jamais. Il y a quelques mois, Maître Wade, depuis son Wade Office à Versailles, et en prélude de son retour au pays, donnait ordre à ses partisans à Dakar de manifester avec ou sans autorisation, tous les mercredis. Maître Wade commettait ainsi un délit d'incitation à la désobéissance civile de loi punie de notre code pénal. Connaissant l'homme, je savais qu'il venait pour déstabiliser le régime de Macky Sall. Le pays veut la paix, l'entente, la cordialité. Après avoir perdu la bataille de l'opinion, surtout internationale, il a tout fait pour isoler le président Macky Sall et son régime en vain. Après avoir perdu la bataille juridique, Maître Wade change les règles du jeu et déplace le procès de son fils sur le terrain politique. Maintenant que son ultime combat, où il mise sur une insurrection, un soulèvement populaire pour libérer son fils, tout simplement parce que 1 million de personnes étaient à son meeting le 21 novembre dernier. Accord gouvernement, syndicat d'enseignants, le QSEMS dénonce le manque de volonté de l'État pour satisfaire leurs revendications. Constat fait à l'issue de leur rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS, s'est confié à Gorgui Samba Ndiaye. Sur les questions relevant de son ministère, notamment la question de la formation diplômante, jusqu'à présent, les réponses que nous avons reçues ne sont pas des réponses satisfaisantes, rassurantes. Maintenant, sur la question des indemnités, le ministre nous a dit pour le bac, cela ne relève pas de son ministère. Mais nous avons signifié au ministre que même si cela ne relève pas de votre ministère, ce sont vos agents. Dans le cadre de la solidarité gouvernementale, nous pensons que cette question doit être réglée. Mais en tout état de cause, nous avons dit au ministre que la date butoir, c'est le 30 novembre. La date n'a pas été respectée. C'est-à-dire le 30 novembre, toutes les indemnités doivent être payées sur l'étendue du territoire national. Mais ce que nous avons constaté, non seulement le délai a été violé, mais même là où il y a des paiements, on a noté des manquements graves. On n'a pas respecté les distances, n'est-ce pas? On n'a pas également, il y a eu beaucoup d'omissions, notamment à Fatick, à Dakar. Pratiquement, les gens n'ont pas encore perçu. Maintenant, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que le gouvernement a délibérément refusé de payer les enseignants. Et nous pensons que c'est de la diversion. Et le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, qui n'entend pas quitter le gouvernement, même s'il prend fonction à New York ce lundi 8 décembre, son poste n'est pas incompatible à celui de président de la prochaine session de l'Assemblée générale des États partis au statut de Rome, rassure l'avocat. Sur le limogeage de Alioune Ndao, le garde des Sceaux dégage toute culpabilité, suivant ce compte rendu de Ndeye Fatou Ndiaye.
Face à la presse, le garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, se prononce sur 3 questions brûlantes de l'heure. La première, c'est assurer ses fonctions de ministre de la Justice et président de la prochaine session de l'Assemblée générale des États partis au statut de Rome. L'avocat dit oui. La présidence est une fonction non permanente. Alors retenez également que des prédécesseurs ont occupé cette fonction en étant ministre dans le gouvernement. Ensuite, sur la supposée brouille entre lui et l'ex-procureur près la CREI Alioune Ndao qui aurait même précipité le départ du second à la tête de l'instance, M. Kaba répond par... Le titulaire du décret, c'est le président de la République. Son ministre. Vous parlez du procureur de la République. C'est le ministre qui peut limoger. Malgré votre soutien. C'est un décret. Donc, et matin, midi, et soir, il le prend. Plusieurs décrets. Il change de gouvernement. Et peut-on demander au président de la République de dire pourquoi, alors dans la rue, il a fait ceci. C'est lui qui a la confiance du peuple sénégalais. C'est lui qui a la légitimité démocratique. C'est lui qui a le pouvoir constitutionnel de prendre des décrets. Un ministre n'a pas ce pouvoir. Et enfin, pour le procès Karim Wade et ses balbutiements, le chef de la chancellerie explique. Il y a eu une mise en demeure à la suite d'une enquête. Une saisine a eu lieu au niveau de la commission d'instruction. Un procès est en cours. Ce qui était important pour les Sénégalais, c'est que ce procès ne se déroule pas à huis clos. Il est public. Il est rendu, la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Le procès n'est pas bâclé. Le rythme qu'il a, c'est le rythme de la justice, qui nécessite à la fois le recul, mais en même temps la profondeur dans les analyses et dans l'examen des pièces. Ainsi, le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, aura édifié la presse sur des sujets d'actualité. Merci à vous, Ndefatou Ndiaye. Cher Demba Dia repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Parents, proches et sympathisants lui ont hommage ce matin. L'homme a marqué les cœurs et les esprits, nous dit Marguerite Rosalie Ndiaye dans ce reportage. Famille bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi fi taxaw yëpp ñi fi tey yëpp c'est tout le peuple sénégalais qui a perdu. Artistes, sportifs, hommes politiques, parents, sympathisants, tous sont venus rendre un dernier hommage à Cheikh Demba Dia. À chacun son témoignage et selon sa relation personnelle avec le disparu. Demba Dia est une personnalité attachante, sportif, musicien, homme de culture, cher, bienfaiteur. Je résumerai tout cela en disant que c'est un créateur qui est aujourd'hui retourné vers son créateur. Je voudrais donc exprimer tous mes regrets et présenter toutes mes condoléances à sa famille éplorée et à tous ses amis. Il venait chez moi, de temps en temps nous jouions de la musique. Je sais qu'il avait 2 passions, la musique et la course automobile. Hélas, toute vie a une fin et la sienne a eu cette fin-là. Je prie Allah de l'accueillir en son paradis et je prie aussi Allah pour qu'il mette la main sur sa progéniture. C'est une perte pour la culture sénégalaise. Mais quand même, je pense aussi qu'elle a laissé quelque chose sur laquelle la nouvelle génération peut quand même se dire qu'on peut s'appuyer ou bien on peut venir de très loin, n'avoir pas beaucoup de choses et créer une situation qui peut être profitable pour son pays. Et ce que Demba Dia a fait. Les larmes aux yeux, son ex-épouse parle de l'homme. Selon Khadija Sy, un lion est tombé. Demba, c'était un homme de cœur, un homme qui avait beaucoup de valeurs et qui aimait sa famille, en particulier ses enfants. Demba ne voulait que travailler et tout ça c'était pour ses enfants. Il a travaillé dur, il a beaucoup travaillé pour ses enfants et c'est quelqu'un qui aimait ses enfants. J'étais son épouse, on a parcouru 14 années quand même de chemin. Donc tout ce que je peux dire c'est que Demba c'était un lion et le lion est tombé. Donc il s'est battu jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'était un grand lion, un homme de cœur, un homme très généreux. Demba repose en paix, que la terre de Yoff soit légère et que le bon Dieu t'accueille dans son paradis.
Demba Dia est parti à 50 ans, laissant derrière lui une famille avec des enfants meurtris, ayant comme consolation l'œuvre magnifique de leur père qui repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Voilà, par ma voix, tout le groupe Walfadjri présente ses condoléances à la famille éplorée. Sur l'international, en Somalie, nouvel attentat contre l'ONU à Mogadiscio. Et puis Benjamin Netanyahu a précipité politique en Israël hier en annonçant des élections législatives anticipées après avoir limogé ses ministres des Finances et de la Justice. Le vote est prévu pour le 17 mars prochain. Les détails avec nos confrères d'Euronews. En Somalie, un nouvel attentat contre l'ONU à Mogadiscio ce matin. Au moins 4 personnes ont été tuées lors d'une attaque commise par un kamikaze qui a lancé une voiture piégée contre un convoi onusien près de l'aéroport de la capitale d'après l'AFP. L'agence espagnole EFE parle de 6 victimes et l'agence britannique Reuters affirme qu'il y a 3 morts, mais aucun personnel des Nations Unies n'aurait été touché. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les Chebabs affiliés à Al-Qaïda ont multiplié les actions meurtrières ces derniers mois. C'est leur riposte après avoir été chassés des principales villes du centre et du sud du pays par la force de l'Union africaine qui soutient les fragiles autorités somaliennes. Ni confirmation ni démenti de l'Iran que ces appareils ont bombardé des positions du groupe État islamique en Irak. Il n'y a pas eu de changement de politique, a déclaré ce matin une porte-parole de la diplomatie irakienne. Le Pentagone a affirmé avoir des informations selon lesquelles des chasseurs fantômes F-4 ont été vus effectuer des raids aériens en territoire irakien dans la région frontalière de l'Iran de Diyala. Ces jets sont en effet des appareils que l'Iran a achetés aux États-Unis avant la révolution islamique. Pour lutter contre l'État islamique, l'Iran a également mis à la disposition de l'Irak des Sukhoi Su-25. Selon des informations non confirmées, des pilotes iraniens seraient aux commandes de ces appareils. Les législatives anticipées se tiendront le 17 mars prochain en Israël. Le porte-parole de la Knesset l'a indiqué ce matin. La date a été fixée en accord avec les chefs de file des groupes parlementaires. Une annonce qui intervient au lendemain du choix de Benjamin Netanyahou de convoquer un nouveau scrutin. Le Premier ministre du Likoud a limogé hier les 2 ministres centristes de son cabinet, Yair Lapid aux finances et Tzipi Livni à la justice. Ils payent leur désaccord avec la politique menée par les ministres de droite majoritaires au gouvernement. Un scrutin anticipé, les avis sont partagés. Pour cet homme par exemple, ce n'est pas bon. Ces élections, c'est du temps et de l'argent gaspillé pour Netanyahou et le prochain gouvernement sera encore plus à droite et religieux, dit-il. A l'inverse, on se réjouit du côté de cet électeur. Je pense que c'est bon pour Israël d'avoir dans la même équipe Benjamin Netanyahou, Avigdor Lieberman et Naftali Bennett. Ce sont vraiment 3 grands hommes. Le cabinet de coalition qui avait pris ses fonctions l'an dernier était divisé sur plusieurs sujets dont le budget 2015. D'après les derniers sondages publiés, Benjamin Netanyahou conserverait sa place de Premier ministre sortant. Place au sport avec notre coach maison, cher Tidiane. Nous démarrons avec du football CAN 2015. Les adversaires des Lions connus cet après-midi. Le tirage au sort des poules aura lieu en Guinée équatoriale. Oui, effectivement, les Lions connaîtront leurs adversaires de poule cet après-midi à 18h GMT. C'est à l'issue du tirage au sort de la prochaine CAN 2015. Qui se déroulera à Malabo, en Guinée équatoriale. Le Sénégal, je vous le rappelle, est logé dans le chapeau numéro 4, accompagné du Congo-Brazzaville, de la RD Congo et de la Guinée-Conakry. De ce fait, les Lions ne vont pas rencontrer ces équipes que je viens de citer, ne va pas partager de poule lors de cette première journée. Le chapeau numéro 1, on retrouve le pays organisateur, la Guinée équatoriale, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Zambie. Dans le chapeau numéro 2, il y a le Burkina, le Mali, la Tunisie et l'Algérie.
Et dans le chapeau numéro 3, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Cameroun et le Gabon. Donc ce qui veut dire les équipes qui sont logées dans les chapeaux 1, 2 et 3. Et donc ces équipes peuvent partager la même poule avec les Lions du Sénégal. On en saura quelque chose tout à l'heure à 18h. Rappelez tout simplement que un plateau sera organisé à la radio 99.0 et avec des experts et des invités pour parler en direct, et vous aurez en direct les résultats du tirage au sort. Voilà, nous poursuivons avec les Navétanes à Tamba. Des incidents ont gâché la finale de la zone 2A. Oui, effectivement, l'ASC Real a dicté sa loi à l'ASC Santos sur le score de 2-0 lors de la finale de la zone 2 de l'ODCAV de Tamba. La fausse note de la rencontre, des incidents se sont invités dans cette finale. Je vous propose de suivre ce reportage signé Alassane Diallo. La finale de la zone 2A de l'ODCAV de Tambacounda a vécu dans un stade régional El Hadj Boubacar Diop rempli comme un œuf avec une ambiance festive dans les gradins. Des supporters surchauffés des ASC Real et Santos, visiblement confortés par la prestation des deux équipes dès le coup de sifflet de l'arbitre international Youssou Signaté. L'ASC Real qui s'est adjugé le trophée du garde des Sceaux, ministre de la Justice Maître Sidiki Kaba, natif du quartier dépôt de Tambacounda, aux dépens d'une ASC Santos qui n'a pas su contenir les assauts des attaquants très en verbe de Real qui ont secoué les filets à 2 reprises. Bakary Wali 12e minute et Diata Meiga 56e minute contre 0 pour leur adversaire du jour, Santos qui l'avait battu en match de poule. Cette fois-ci, les protégés d'Aliou Keita et Asso Kanté ont pris leur revanche de fort belle manière. Plusieurs récompenses seront distribuées aux équipes finalistes tout comme aux meilleurs joueurs, buteurs et gardiens de la zone 2A. La fausse note de la finale a été l'interruption du match suite aux incidents notés et provoqués par un des joueurs remplaçants de l'ASC Santos qui a donné des sueurs froides aux nombreuses personnalités et aux autres supporters qui se sont déplacés en s'attaquant violemment à des joueurs de l'ASC Real en toute fin de partie. Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision Walfadjri. Alassane Diallo, merci. Et nous parlons infrastructure sportive. La localité de Thiaroye-sur-Mer sollicite un stade. Oui, Thiaroye-sur-Mer en panne d'infrastructure sportive. Le maire de la localité, Ndiaga Nyan, sollicite l'octroi d'un espace à l'État pour l'érection d'un terrain de football. Une déclaration faite en marge d'une cérémonie de remise de subventions aux ASC. Et je vous propose de suivre le maire Ndiaganyan. Il est au micro de Théodore Sebedo. Ces subventions ont été peut-être tardives cette année-ci parce que tout simplement, vous savez, avec l'acte 3 de la décentralisation, il y avait eu des retards de problèmes budgétaires. Et nous voudrions que ces ASC soient davantage appuyés comme on le fait. La zone aussi sera appuyée à chaque année. On l'appuie et c'est un montant qui tourne autour de 4 millions chaque année. Oui, vous savez que parce que tout simplement, Dieu a fait que on a essayé de taper de gauche à droite pour trouver une solution pour le faire parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une commune qui ait eu à donner donc une subvention à présent au niveau de Dakar, mais nous sommes peut-être la première à le faire. Les ASC, on leur demande toujours de s'impliquer davantage dans le processus de développement de notre commune. Vous savez, le développement d'une commune, d'une localité et même d'un État ne peut pas se faire par le biais des seules mains des responsables donc, qui sont à la tête de ces structures-là. Donc les populations, les OCB, les structures qui sont aussi dans cette zone doivent apporter leur pierre à l'édifice, doivent vraiment mettre donc, la main donc, à la pâte pour qu'on puisse édifier un développement harmonieux de notre localité. Et ce qui nous pose plus le problème ici à Thiaroye-sur-Mer, c'est un terrain de football fonctionnel et nous nous activons toujours à trouver donc, ce terrain et nous demandons toujours l'appui de l'État par rapport donc, à la construction d'un éventuel terrain de football pour que cette population, pour que ces jeunes puissent s'épanouir.
Et nous terminons avec de la natation vers la création d'une section pour dénicher des champions. Oui, effectivement, le Coton Sport de Tambacounda entre en phase de restructuration en mettant sur pied une section de natation, une discipline qui n'a jamais existé dans cette ville de la capitale orientale. Le Coton Sport s'est fixé comme objectif de permettre à toute une jeunesse de pratiquer son sport. Je vous propose de suivre le président du club, Madou Guindo. Il s'entretient ici avec notre correspondant Alassane Diallo. Vous savez, le Coton Sport, c'est un club pluridisciplinaire qui est né d'abord de la fusion de deux grands clubs de Tambacounda, le Yali de Tambacounda et la Solo Vitesse de Tambacounda. La mission du Coton Sport, c'est de permettre à toute une jeunesse de pratiquer le sport favori. Et nous avons eu la chance que la porte d'entrée de la natation au niveau de Tamba soit passée par le club fameux de la ville de Tambacounda, le Coton Sport. À ce moment-là, personnellement, le Coton Sport est dans un processus de développement qui concerne tous les sports de Tambacounda. Et quand on a accueilli la natation, on s'est dit immédiatement que effectivement c'est une occasion pour permettre à une partie de la jeunesse de Tambacounda que cette partie puisse pratiquer sa discipline favorite. Et c'est ainsi que, avec l'apport du délégué Omar Ndoye, qui est affecté à l'aéroport de Tambacounda, qui est membre de la fédération de natation, quand on a été saisi, et tout de suite on s'est organisé. La première phase, ça a été une phase de sensibilisation au niveau des étudiants, au niveau des personnes de ressources, etc. Pour, au terme de ces contacts, venir à monter une section de natation au niveau du Coton Sport. Et il faut saluer M. Ahmed Bachir Diop. Voilà, c'était donc Alassane Diallo qui s'entretenait avec le président du Coton Sport pour parler de natation. Aram Ndiaye, c'est tout pour le sport. Merci à vous, cher Tidiane Gomis. Rendez-vous à 14h avec Adjaratou Ndeastougei. Et nous terminons avec cette édition, donc, avec la revue de presse de Gorky Samba Ndiaye. Bonjour. L'épidémie à virus d'Ebola enfonce le tourisme sénégalais, constate Walfadjri. La cascade d'annulation de réservations confirmée qui a mis à genoux les stations balnéaires de l'intérieur du pays, relève le journal, n'a pas épargné le tourisme d'affaires. Conséquence, note la publication. Les hôtels de Dakar ont perdu plus de 3 milliards de francs CFA à cause d'Ebola. Ebola, une maladie qui poursuit le Témoin, a fini de faire plus de 7000 morts aujourd'hui et signale à l'expansion rapide de la pandémie. La solidarité internationale s'organise. Pour preuve, évoque le Témoin, le Sénégal a décidé d'envoyer 20 médecins en Guinée, Libéria et Sierra Leone. Parlant justement de la Guinée, l'observateur nous fait savoir que Abdou Diouf a été à l'origine du rapprochement entre le président guinéen Alpha Condé et Macky Sall. Et assure le journal, tout s'est passé lors du conclave des chefs d'État du dimanche pour choisir le successeur de Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Au président guinéen, renseigne le canard de l'immeuble Elimandour, Abdou Diouf a demandé les raisons de son comportement envers le président Macky Sall, non sans lui faire remarquer correctement qu'il avait tort d'adopter une attitude dure à l'endroit du chef de l'État sénégalais qui, selon lui, est un homme sans problème. Des remarques qui, croit l'observateur, semblent toucher le président guinéen qui n'aura même pas attendu la fin des travaux pour tenter de sauver les meubles. Préserver Macky Sall d'un éventuel envoûtement ou maraboutage, une préoccupation pour sa famille. Macky et Blindé confie son oncle Samba Timbo à Grand Place. Macky et ses frères ont reçu les bénédictions de leurs parents, une immunité contre toutes les forces du mal, avertit-il. Nous sommes incapables de craindre une créature
ajoute Samba Timbo. L'oncle du président réagit et réclame la protection de l'État, assure Réumi. L'État est informé sur Wade et ce dont il est capable, prévient Samba Timbo à la une de Grand Place. En tout cas, informe la Tribune, l'ancien président Abdoulaye Wade et sa résidence sont sous haute surveillance. Cela note le journal. Après l'expiration de son ultimatum à Macky Sall, Wade, remarque Birima, s'isole et s'affaiblit de plus en plus dans la mesure où, pense le biétiste de la Tribune, il n'a pas les moyens de sa grande témérité. Le génie, face à ses limites, son ultimatum, retient mon confrère, ne peut qu'être un simple coup d'éclat politique. Wade, certes, a perdu de sa superbe d'antan, mais avertit un autre journaliste de la Tribune, il garde toujours son expérience de vieux politicien rusé aux 1001 trucs et astuces. En attendant, informe l'AS, les bailleurs exigent une hausse des tarifs de l'eau à partir de janvier 2015. Une hausse de 4 et 9%, précise la publication. Si cette hausse n'est pas faite, indique le tabloïd, l'équilibre financier de la SONES sera menacé, car, annonce l'AS, la société va dans ce cas accumuler des arriérés et sera dans l'impossibilité de rembourser ses dettes. Pendant ce temps, signale le Populaire, le Premier ministre se risque sur des délais pour la mise en œuvre des grands projets et du plan Sénégal émergent. Mohamed Abdallah John annonce la livraison des premiers logements à Diamniadio le 15 août 2015. Le parc industriel et l'université de 30 000 étudiants lancés en janvier 2015. Mieux, ajoute le Populaire, le Premier ministre déclare que le 27 décembre 2014, Macky Sall les travaux de l'autoroute Touba-Dakar. Du côté de Maître Sidiki Kaba, enquête nous fait savoir qu'il veut garder le poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux, et cela avertit le journal cumulativement à son poste de président de l'Assemblée générale des États parties de la CPI. Les deux fonctions ne sont pas compatibles, enseigne-t-il. La justice, nous y sommes et nous y restons avec Libération. Le journal fait état de rebondissement dans l'affaire Bassirou Faye, du nom de cet étudiant tué à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À cet effet, informe Libération, un deuxième policier a été interrogé, convoqué. Le témoin, Seth Diagne, sollicite un report au moment où, rapporte le journal, Tombong Wali a pointé du doigt un de ses collègues. Bonne lecture. Bonne lecture à vous, Gorgui Sambandiaï. Voilà, c'est fini pour cette édition. Au nom des équipes techniques et de la réalisation, merci de votre aimable attention. À 14h, retrouvez Adiaratou Ndea Sougei dans le journal en Wolof. Bonne suite des programmes sur Walf TV. Au revoir.